Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Julien Kitty, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Daba, bonjour aux amis auditeurs. Vous évoquiez tout à l'heure quelques refaits de grands confrères, on va dire, tout disparus. Jean-Karim Fall, paix à son âme, un franco-sénégalais qui a imposé avec beaucoup de magistrat, tout son professionnalisme pendant des décennies. À côté de lui, vous avez l'autre monument qui est parti, dont j'ai pas trouvé d'égal depuis. Il s'appelle Laurent Sadou, qui a fait de Afrique Midi tout un spectacle. C'était une mise en scène. Il avait une histoire d'amour entre les micros, les papiers, tout le reste. Et son rédacteur en chef, d'ailleurs, à sa mort, a témoigné. Il a dit, il faisait la conférence de rédaction, mais il faisait sa conférence de rédaction avec Laurent Sadou, qui lui disait comment il voulait mettre en scène le journal et non comment il voulait le présenter. Et puis, vous avez aujourd'hui de grands confrères comme Alain Foka, qui sont au-delà, comme je vous le disais, vous, Peggy Ludovic Daba, qui sont aujourd'hui au-delà de ce qu'on peut avoir, les convenances, qui se donnent des licences. Ce qu'on nous a appris à l'école, oui, dans le métier. Parce que pour, je le redis une seconde fois ici, après la télévision, pour quelqu'un comme moi qui a été fasciné par la voix d'un certain Peggy Ludovic Daba, pendant que... Non, mais écoutez, avant même d'entrer à Radio Univers, puis après découvrir quelqu'un de très simple, et puis quand vous arrivez à ce niveau aujourd'hui, j'estime que oui, dans le bon sens, vous pouvez vous donner des licences tout en faisant des choses. Ça permet aux jeunes de savoir que, au-delà de ce qu'on apprend dans une école, il y a un génie, il y a un parcours qui donne des flux et des reflux d'éléments qu'on peut utiliser. On en citera d'autres. Peut-être que on fera encore cette petite escale. On va pas rester là. On va pas rester là. On va revenir à ça. Peut-être. Et je vous dirai ce que vous avez eu à faire encore ailleurs. Peut-être qu'il faut faire une émission spéciale, pourquoi pas, sur le parcours de ces gens-là qui... Il y a quand même un jeune qui est avec nous. Hein. Ben oui. C'est de la graine. Je vous l'ai dit, c'est un jeune de haut niveau. Lui aussi. Ça aussi, oui. Moi, je l'appelle jeune journaliste de haut niveau. Il a les dents longues. Ah oui, bien sûr. Merci pour le compliment. Casimir Pédion, bonjour. Bonjour, Peggy Ludovic Daba. Je salue la mémoire donc de Kitty, qui franchement a les mots qu'il faut. Et je le veux beaucoup plus journaliste que de l'autre côté. Non, il est chroniqueur politique. Non, mais il faudrait aussi que nous puissions avoir la relève donc de cette ténor du micro. On aura tout. C'est comme un médecin quand il va se retrouver politicien demain. Il pourra toujours soigner. Voilà. Et ça, quand la nation, c'est comme s'il est au drapeau comme un militaire. Quand la nation aura besoin de lui pour apporter des ripostes à une pandémie, il ne dira pas je suis ailleurs aujourd'hui. Donc je serai là toujours, mon cœur et mes armes pour le métier. Merci. C'est juste pour introduire. J'espère que les auditeurs n'ont pas été ennuyés par ce rappel vite fait. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet aujourd'hui. Nous allons parler de plusieurs sujets. Mais le premier déjà, j'ai envie de commencer quand même par l'extérieur. Il y a un très haut fait qui, ma foi, m'accroche depuis quelques jours. Ousmane Sonko, dont la liste a été écartée. Il est le leader du mouvement Yewi. Mais au Sénégal, pour les législatives, sa liste a été écartée, Casimir Pédion, mais l'homme reste combatif, l'homme reste accroché. Et j'ai aimé comment on peut comprendre ça? C'est le niveau de démocratie, donc déjà du pays, ça il faut le dire. Vous ne pouvez pas être un pays comme le Sénégal et que donc les animateurs de la vie politique ne puissent pas donc lever le débat à ce niveau-là. J'ai aimé, disais-je, l'animation de la vie politique ces derniers temps au Sénégal. Surtout le revirement spectaculaire donc de ce leader politique qui a demandé à ses militants non pas de continuer donc le mouvement sous sa forme protestation dans les rues donc de la forme qu'on connaissait. Merci. Marche, manifestation. Vous voyez. Ils étaient même prêts à braver les forces de sécurité. Braver la décision d'interdiction. Oui. Mais finalement, il s'est ravisé. Il s'est ravisé parce que la société civile, les sages de la République, les vrais sages, je ne parle pas des politiques, les personnes âgées, les personnes d'une certaine moralité religieuse
et aussi éthiques se sont rapprochés d'eux pour dire nous avons des facteurs qui ne vous permettent pas d'évoluer donc tel que vous l'avez commencé, que nous soutenons, même si nous ne nous prononçons pas dessus, nous vous soutenons. Nous avons par exemple la fête de la Tabaski qui impose donc à un pays comme le Sénégal, qui impose à tout musulman un certain respect donc de la religion. Et il y a les bouchers, il y a les boulangers, il y a toute une panoplie donc de personnes du monde économique, j'allais dire, qui se sont rapprochés de pour dire écoutez, notre chiffre d'affaires va chuter si vous continuez. Voilà aussi ça, la vitalité de la démocratie. Il faut savoir à un moment donné jauger l'impact économique des mouvements politiques sur l'économie. Et donc, ça s'est fait et tout de suite, ils se sont ravisés, ils ont compris la nécessité aujourd'hui donc de ne pas poursuivre donc la manifestation, leur protestation tout en étant devant la justice. Enfin, certains membres sont toujours devant la justice. Ils ont décidé donc de revoir leur positionnement en demandant donc aux militants d'aller donc aux urnes, certainement dans quelques jours, et aussi en continuant le mouvement sous une autre forme, cette tempête nocturne. C'est surtout ce choix ou cette option qui franchement m'a frappé. Ouais. Manifester bruyamment. Ouais. Mais en restant à sa place. Mais vous voyez, aller normalement au boulot, ne pas créer d'ennui. Mais avec des sirènes, avec des sifflets, manifester bruyamment, faire du bruit. Faire du bruit tous les soirs et puis se faire entendre, mais autrement. Vous voyez ça témoigne de la vitalité de la démocratie, disais-je, donc du Sénégal. Et ça aussi, ça inquiète le pouvoir, ça inquiète les leaders politiques de l'autre côté, qui sont donc de l'autre côté, et qui certainement sont en train d'observer l'animation de la vie politique sous cette forme-là, sous cette forme qui n'est pas légale, mais qui est constitutionnelle. Je pèse bien mes mots, qui n'est pas légale, mais qui est constitutionnelle, et qui impose donc aux autres acteurs le respect donc de ces mouvements-là. Il a dit, et je crois que c'est le mouvement politique qui l'accompagne, l'ont suivi également, et puis ça évolue. C'est la preuve que c'est un leader. C'est un leader, et lorsqu'un leader parle, ça se respecte, ça se suit, et je crois qu'ils ont un objectif devant eux, c'est de battre donc les forces coalisées autour donc de la mouvance présidentielle aux élections législatives, comme ils entendent donc le faire. Moi, je suis un observateur de la vie politique dans ce pays, même si je suis un défenseur ardent de l'économie, parfois il faut observer ces mouvements-là pour pouvoir... Écoutez, l'économie est fondement de la politique. Bien sûr. C'est elle qui fonde la cité pour que la politique puisse venir la diriger et la gérer. Julien Kitty, vous avez suivi un peu de quoi nous parlons. Ici, on voit l'interdiction des manifestations, mais on voit quand même une opposition intelligente, une opposition qui réfléchit et qui ne se borne pas simplement à respecter l'interdiction, mais qui va chercher dans le fond d'autres manières de protester. Mais c'est simplement qu'ils n'ont pas refusé de réfléchir, comme j'ai coutume de vous le dire, parce que il faut fonctionner par objectif. Tout est rapport de force. Vous êtes sur le terrain politique. Le pouvoir qui est là n'est pas là à vous offrir sa passivité bienveillante pour que vous dérouliez votre bande pour pouvoir... Parce que votre objectif, il est clair, que vous l'exprimiez ou pas. C'est de lui arracher le pouvoir. Vous proposez une alternative. Ça veut dire que... Et lui, il a pour objectif... pour souci de conserver le pouvoir, donc dans le cadre tracé par la loi. De ce point de vue, tous les moyens dont il dispose pour vous empêcher d'avancer, il le fait. Mais vous, au lieu de faire de façon classique, comme certaines oppositions le faisaient sur le continent, où vous bravez les interdictions, et donc le pouvoir qui est là, ayant la police judiciaire, ayant la force publique, vous met hors d'état de nuire. Et en matière de sécurité et de défense, lorsqu'on utilise l'expression, tout ce qui se cache derrière l'expression mettre hors d'état de nuire, un militaire peut être amené à vous foutre les rangers dans vos couilles. Il appelle ça mettre hors d'état de nuire. C'est l'objectif, c'est vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Il peut vous envoyer des balles réelles dans les tibias. Il dit si vous laissez courir encore 1 mètre, lui ça vient en danger, ou que vous allez tuer 10 personnes. Et ça, il n'y a pas... C'est même pas vous qui contrôlez le rapport qu'il fait. Alors, je vais vous donner un seul exemple. Vous avez vu jusqu'à la mort de Robert Mugabe,
au Zimbabwe, il y avait eu un opposant historique, Morgan Tsvangirai, qui s'est fait battre, blessé tout le temps de sa vie. Il a été défiguré. Défiguré jusqu'à mourir. C'est-à-dire, voilà, il faut pas... Pendant longtemps, les gens pensaient que oui, pour renverser un régime après, il faut se faire souvent arrêter, se faire gazer, il faut souvent se faire battre, avoir la chance d'être soigné pour s'en sortir. Non, c'est pas vrai. Alors, le pouvoir qui est en face se rend compte, dans le cas du Sénégal, ce qu'on observe aujourd'hui, que ceux qui sont en face réfléchissent. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un fonctionnaire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiter un mouvement d'opposition qui se met en place? On regarde le statut de ceux qui l'animent. S'il y a un fonctionnaire d'État dedans, pour peu qu'on commence par le régler au niveau du service, qu'on lui trouve des failles pour lui donner des demandes d'explication, pour dire qu'il a laissé encore que la loi permet que le travailleur dise voilà, j'appartiens à un mouvement, je jouis de ma liberté d'expression, d'association, pour revendiquer quelque chose qui est d'intérêt public. C'est quand même la liberté d'expression. Je peux écrire à mon chef au service pour dire, pour cette cause d'utilité publique, j'y vais. Mais aujourd'hui, même la loi a été travaillée. Suivez mon regard pour que un travailleur, un fonctionnaire ne se permette pas tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On travaille très bien. Ça veut dire que on a la sympathie de tous ceux qui, comme mon voisin de droite dans ce studio, je l'ai dit la fois dernière, vous avez pensé que c'était pour le taquiner, ils sont malades de données économiques, c'est bon, c'est positif. En fait, ils se disent, est-ce que le pays continue de marcher? Est-ce que le panier de la ménagère va continuer à être rempli? Est-ce qu'on va continuer à produire de la richesse? C'est très intéressant aussi. Mais pourquoi le mouvement politique, qui est aussi nécessaire, devrait empêcher que ça continue de se produire? Avant, dès que le maire de la ville ou bien le préfet ou le gouvernement interdit la marche ou la manifestation publique, on se dit, on va rentrer dans les salles. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde travaille bien. Après, on jouit de notre droit de nous exprimer. Dans l'histoire des communistes et des mouvements socialistes, on a vu la forme de grève avec banderole rouge. Voilà. Mais alors, c'est silencieux. On interroge ça dans l'histoire. Est-ce que ça peut encore marcher maintenant? Non. Est-ce qu'on peut faire du bruit comme on le fait au Sénégal aujourd'hui? Maintenant, j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit, ça me ramène à la problématique de la qualité du personnel qui assure la relève en Afrique. Je dis, et c'est valable pour notre pays aussi, il ne faut pas des générations spontanées. Et au Sénégal, principalement. Oui, celui dont vous parlez, monsieur Sonko, mais interrogez son histoire. Voilà quelqu'un qui a fait des sacrifices qui montrent qu'il a vraiment décidé d'entrer en politique, dans l'animation de la vie publique et politique. Voilà quelqu'un qui a réussi à se faire virer de l'administration publique. Radié. Wow. Il a accepté. Il a fait parler ses idéaux dans son pays d'abord et à l'extérieur par des publications de livres qu'il a expliqué lui-même sur des chaînes de son pays et ailleurs, dans les communautés. Et avec la particularité du Sénégalais, de l'acteur public sénégalais, qui sait qu'il ne faut pas parler seulement à l'élite. Il faut maîtriser également la langue du pays. Et ils ont la chance d'avoir une langue nationale vraiment de chez eux, le Wolof. Alors, quand il a fini de faire ça, il a démontré par des élections de proximité qu'il a du charisme et qu'il a l'adhésion du peuple avec lui. Du coup, quand celui-là a déjà ses adhésions, il sait que ça peut chuter à tout moment si jamais sa stratégie qu'il utilise, qu'il recommande, met en difficulté les petits groupes qui font le grand groupe dans lequel il est. Qu'est-ce qui se passe chez nous, dans des pays comme le nôtre ou ailleurs? Vous avez des marches que vous faites, des marches comme un certain Bertin Corvi en a fait dans une autre ville d'opposants, où vous avez du mal à avoir les moyens parce qu'il faut faire marche publique, il faut habiller les gens, il faut aller sur une longue distance, il faut nourrir les gens. Alors, vous avez du mal à avoir l'argent pour ça. Ensuite, quand vous voulez le faire, des gens sont gazés, on vous dit la marche est interdite, on maltraite les gens. Il y en a qui rentrent avec les fortunes, des blessures par-ci par-là. Il y en a qui se retrouvent dans les commissariats. Vous ne savez pas comment ils passent leur première nuit au commissariat. Et l'objectif, certainement, des forces de l'ordre qui les prennent sans vouloir faire des bavures ou bien sans vouloir faire de la torture, c'est de les amener à prendre psychologiquement la décision de ne plus jamais reprendre. Et comme de plus en plus ça devenait difficile pour les régimes de coffrer les leaders eux-mêmes, parce que ça va continuer à faire problème, dès qu'on décourage ceux qui font vos béquilles, votre mouvement est essoufflé. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, ici vous avez vu un certain Bertin Corvi, je donne encore son exemple, dit après aux opposants, mais les Béninois, il ne faut pas se battre pour eux pour dire des marches, parce que il est allé jusqu'à dire, mais on a fait la marche, on a eu des 400 000. Il a fait la meilleure expérience. Est-ce que quelqu'un m'a demandé combien? Et le Béninois va vous dire, bon, allez, je te soutiens, il faut marcher, mais après, il est sur WhatsApp pour te dire que ça marche très bien. Donc, bref, ce qui se passe au Sénégal, pour moi, c'est vrai que ça fait réfléchir.
ça montre que il faut, avec notre période, avoir de nouvelles méthodes. D'accord? Il faut s'adapter à son temps. Voilà. Qui intègre la nécessité de ne pas empêcher le fonctionnement du pays, parce que s'attaquer à une politique, à un style de gouvernance, ne vous autorise pas à empêcher le petit commerçant d'aller faire son affaire. C'est ça qui fait d'ailleurs que quand il a fini de bien manger, il a fait son affaire, il dit, oh ben voilà quelqu'un, oui, lui, avec qui on peut faire. Parce que en luttant, il a quand même préservé le pain des autres. Très bien. Et contrairement aux hommes politiques qui pensent que il faut amener les gens à abandonner leur travail, à venir faire les meetings avec eux, et au beau milieu, à peine le meeting a commencé, les gens ont faim. Et celui qui a faim, c'est difficile pour vous de le nourrir sur place. Et quand c'est déjà difficile pour lui de le nourrir, il commence par se rendre compte qu'il a laissé son travail. Il évalue dans sa tête combien il aurait pu gagner de la journée. Ça fait que ça justifie les bagarres de fin de meeting, FIN finalement, où on réclame encore de l'argent. La fin à la fin. Oui, on réclame de l'argent à l'homme politique et on ne lui réclame pas de l'argent parce qu'on est miséreux. Ouais. On lui réclame de l'argent parce qu'on a l'impression qu'il devrait compenser tout ce qu'on a perdu. Et justement, pour vous donner raison, quand ils réussissent à la fin ou à la suite de ces mouvements, de ces luttes, à s'adjuger quelque chose, et que eux, qui les y ont aidés, sont laissés pour compte. Absolument. Ils n'ont rien du tout. Vous parlez du système chez nous. Ouais. Or, dans le système sénégalais, enfin, je ne défends pas le Sénégal, mais ce n'est pas ça. Le mouvement, il est collectif. Ouais. Le mouvement, il est collectif. L'idéologie est partagée par l'ensemble des membres du groupe. Non, mais là-bas, c'est une résolution. C'est une résolution. Vous le faites. C'est des militants. C'est des militants. Ici, non, c'est pas ça. Vous vous rendez compte, vous vous rendez compte finalement que c'est des mecs, en réalité, qui ont des petits problèmes avec, donc, celui contre qui ils sont en train d'organiser le mouvement. Et à la fin, c'est qui défend ses intérêts. Soit il a une société qui a été entre-temps fermée pour donc des raisons de redressement fiscal, ou bien, et il attend le magot, ou bien à la fin, c'est des gens, vous voyez, qui vont acheter des terres ou bien des véhicules pour bien entretenir leur maîtresse. Vous comprenez que l'intérêt ici, il est individuel, et ce n'est pas des intérêts qu'on peut suivre. Ça, je crois que le Bénin doit aller à l'école de cette démocratie. J'ai pas envie de dire de cette grande démocratie. Justement, sur la question, je voulais quand même que vous puissiez tirer les leçons pour l'opposition béninoise qui, depuis quelque temps, parce que subissant les rigueurs du pouvoir actuel, est totalement tue et inexistante. J'ai encore lu au cours de semaine un article qui mettait vraiment, comment dirais-je, cela en cause, l'opposition qui, franchement, a disparu. Oui, l'opposition a disparu. Je sais même pas si ce terme existe encore au Bénin, en termes donc de partis politiques, en termes donc d'animation de la vie politique, parce que quand vous vous mettez à parler de l'opposition, j'ai envie de fixer des noms, des visages. Noms. Mais ici, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. L'opposition n'existe pas. L'opposition n'existe pas. Ils diront que Patrice Talon a déboussoler l'opposition. Non, pas Patrice Talon. Pas Patrice Talon. Eux-mêmes, ils ont déboussolé la vie politique au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous mettez dans la peau donc de la mouvance présidentielle, vous parlez de Patrice Talon. Hier, c'était lui l'opposant. Ouais. Et donc, l'opposition n'existe pas au Bénin. On a des individus qui ont des intérêts. Ou l'opposition, disons-le, est en panne d'inspiration. Est en panne d'inspiration. Il n'y a pas une idéologie. Il n'y a pas un idéal qu'on poursuit, il n'y a pas une animation, il n'y a pas une formation donc des membres, et on ne sait pas pourquoi on est en train de vouloir manifester, de pouvoir donc animer la vie politique. On est là parce que on nous a empêché, ou bien on a envoyé une loi à l'Assemblée nationale. On nous a coupé le biberon. On nous a coupé, merci. On nous a coupé le biberon. Et on organise une petite manifestation. Je dis une petite manifestation qu'ils veulent bien m'excuser parce que ils sont les seuls à savoir donc la nature, la grandeur donc de leur manifestation. Mais on organise quelque chose comme une manifestation. Et quand la police est venue, quand la police vient donc les gazer, eh bien on appelle la communauté internationale. Ici, le Sénégal n'a pas appelé la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui s'est intéressée à ce qui se passe là-bas. Merci. Et qui est venu pour écouter donc les uns et les autres, qui a envoyé donc des missions d'observation pour comprendre donc le mouvement. Et donc c'est sur des bases bien précises que donc
Ousmane Sonko est en train donc de manifester, est en train donc d'animer la vie politique au niveau de ce pays-là. Ici, c'est pas le cas. On appelle la communauté internationale, on dit non, on a des lois qui ne nous permettent pas de manifester. Vous pensez que celui qui est là va vous faciliter donc la tâche, qui va vous donner donc sur un plateau d'or? Je pense que sur ce plateau, c'est Julien Kitty qui sera le plus heureux, parce que il le disait en son temps. Mais alors, Julien Kitty, dites-nous, l'interdiction ne vaut plus aujourd'hui, disparition totale. Non, mais retenez simplement que il faut réfléchir. Il faut jamais refuser de réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut aller chercher. Il faut réfléchir. Il faut débusquer. Et voilà, je le cite, ce monsieur Père éternel à son âme, Célestin Pauline ou Jassi Kitty, mon feu père. Il dit, fiston, quand tu as un problème devant toi, alors, au lieu de passer le temps à trouver il consacre une impossibilité pour toi d'avancer, fractionne le problème en autant de particules que tu peux. Commence pas à le régler particule après particule. Ne refuse jamais de réfléchir. Tu vas constater que la solution est à tes côtés, parce que celui qui est en train de te bloquer, il te bloque par rapport à la cartouche que tu as sortie. Et qu'il a eu la possibilité de voir. Il y a des milliers d'autres. Et donc, quand tu restes focus sur le blocage qu'il te fait, tu perds le temps de réfléchir à autant d'opportunités. Et est-ce que les dirigeants, vous n'avez pas constaté que en Afrique et dans le monde, beaucoup de dirigeants ont trouvé l'intelligence politique de travailler les lois? Avant, on accusait les chefs d'État de violer les lois. Un chef d'État qui réussit politiquement, de façon politiquement correcte, à avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Toute une assemblée à lui. Alors, l'Assemblée nationale, comme vous pouvez en trouver au Bénin et dans beaucoup de pays, dans nos lois fondamentales, c'est dire qu'il y a deux possibilités d'érection d'une loi. Vous avez une proposition de loi qui vient donc de l'Assemblée nationale ou un projet de loi venu du gouvernement. Et un gouvernement ne peut proposer des projets de loi que dans le sens, certes, de l'intérêt public, mais aussi dans le souci de faciliter son style de gouvernance. C'est cela. Quand ça va là-bas, les tractations se font, le gouvernement travaille de bonne foi à avoir le plus grand nombre de députés acquis à sa cause. Mais si les lois sont votées, d'accord, comme dans notre pays par exemple, ça passe pas le scanner du contrôle constitutionnel, et vous avez après la promulgation par le chef de l'État. Quelle raison vous aurez encore d'accuser le chef de l'État qui fait appliquer ces lois-là? Et ça vous fait mal, vous, opposants. Mais vous passez le temps, vous voulez aller dans une assemblée nationale dont les membres doivent être élus sur la base des lois en vigueur, et vous dites que vous contestez ces lois-là. Et vous ne faites que répéter ça. Vous avez des gens qui sont en difficulté avec la loi, qu'ils aient bénéficié d'un procès équitable ou pas, à votre avis, c'est sur la base des lois qui existent et de personnes qui détiennent des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi que ceux-là ont été condamnés. Vous ne cherchez aucune solution politique. Mais le temps joue contre vous. Du coup, je pense que c'est la nouvelle génération, et moi, ce n'est pas un fait de hasard que ce soit Sonko qui porte cette valeur-là. Il est de ta génération. Peggy, toi et moi. Tout à fait. Et donc, voilà quelqu'un qui sait que il n'a pas les mêmes problèmes que ceux qui, excusez-moi, sont en train de tutoyer les 80 ans. Et qui sont en train de qui ont leur vie derrière. Des gens sont en train de tutoyer 80 ans, ils ont peut-être 50, 60 ans de vie active. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que celui qui a la trentaine, la quarantaine. Il sait que tout compte fait, Sonko vous ferez pas le Sénégal. Macky Sall aura tout beau faire, le Sénégal ne pourra pas se faire demain. Sans Sonko, ça ne pourra pas se faire sans ceux qui sont autour de lui. C'est clair. Il est en train de prendre sa part et il faut souhaiter dans l'histoire de son pays. Il faut souhaiter que des gens de la cabine, de la trempe de Sonko se multiplient en Afrique avec des stratégies novatrices de lutte qui permettent aujourd'hui, je parle sous le contrôle de mon cher ami ici, très féru de l'économie, aujourd'hui il faut travailler 2-3 fois pour gagner une fois. Ouais. Et quand je dis pour gagner une fois, ce n'est pas qu'un salaire. Pour créer de la richesse. Pour qu'il y ait de l'expérience. Puisse faire les 2-3 repas. Ça veut dire que quiconque mène une action de revendication d'une valeur à la quête d'une liberté et qui piétine le processus de création de cette richesse pour laquelle il faut travailler 2-3 fois pour gagner une fois, il est en train de poser un problème. Parce que peut-être il veut lutter contre le fait que le gouvernement qui est là n'est pas en train de faire suffisamment dans la pertinence, l'efficacité et l'efficience pour que les citoyens puissent manger à leur faim. Alors que ça se passe en économie. Mais au même moment, pour lui, pour la revendication qu'il fait, il empêche que le pays fonctionne économiquement.
On ne peut plus continuer avec ça. On ne peut plus continuer avec des méthodes de lutte à la lutte, comme ça a été fait par le peuple de Biafra, où il faut siphonner les installations pétrolières, où il faut aller faire de la destruction de biens. Il faut faire mal parce qu'on a mal. Parce que justement, le bien public n'appartient pas au président de la République qui est là, qui n'est que locataire du fauteuil présidentiel et qui a reçu mandat du peuple de produire son bien-être pendant le temps qu'on le lui donne. Et ça, le peuple n'existe pas souvent. Oui, mais parce que le peuple, pendant longtemps, on a travaillé à ne pas lui donner les outils d'être éclairé. Est-ce que vous n'avez pas constaté que dans la plupart des pays africains et dans certains pays où la dictature a été la règle la mieux partagée tout le temps, est-ce que vous n'avez pas constaté que les peuples qui ont été clochardisés, au bout d'un cycle de 30 ans comme ça, vous avez les dirigeants qui sont en totale difficulté. Sinon, vous n'aurez jamais vu, 30 ans, 40 ans, vous n'aurez jamais vu un certain Mobutu Sese Seko avoir des problèmes dans l'ex-Zaïre. Parce qu'il a réussi à mettre aux ordres tout un peuple, on ne chantait que sa gloire. Mais pourquoi il a chuté après? Il a chuté de la manière la plus lamentable. Parce qu'au bout d'un cycle de 30 ans, vous avez des enfants qui sont nés, qui n'ont entendu que la même chose, et qui ont envie de changer. Et donc, qui sont là secrètement, qui nourrissent l'esprit révolutionnaire de changement, et ils se disent, l'affaire là, c'est pour nos parents. Ouais. Et dès nous, on n'est pas dedans. Tant que c'est 1 ou 2, 3 qui se rebellent, oui, ça peut se gérer. Mais quand c'est toute une génération qui, comme Frantz Fanon le dit, découvre sa mission et ses méthodes, décide de ne pas la trahir, eh bien, vous êtes pris au siège. Au piège. Parce que Macky Sall est au Sénégal je vous vois totalement de la période à côté. transitoire. Oui, mais parce que vous le voyez en difficulté s'il ne s'est pas fait avec les Sonko. Julien Kiti, on va laisser Casimir Pédior conclure ce dossier. Oui, j'ai pas parlé parce que je trouve ces arguments, ces exemples et tout ce qu'il développe bien. Je partage parfaitement donc ce qu'il dit et j'ajouterai ceci. La classe politique béninoise doit aller à l'école. Doit aller à l'école de l'idéal, doit aller à l'école de la... Doit réapprendre les choses sur le plan démocratique. Nous ne sommes pas venus ici pour décrier des individus. Non, mais s'il faut décrier des comportements, il faut le faire. Il faut le faire. Nous sommes là pour faire avancer les choses. Face à ce pouvoir, face à ce que nous Parce que les Béninois ont un problème réel. Il faut quand même que le Bénin se développe. Il y a des actes qu'on ne peut plus accepter dans ce pays. Face à ce que nous avons, depuis 2016 peut-être, nous avons besoin des personnes qui puissent réfléchir et véritablement équilibrer la balance. On a comme l'impression que la balance est penchée d'un côté. Et de l'autre côté, on a observé non pas un silence, mais une retraite totale donc de la classe politique béninoise. Vous parlez de retraite, moi je parle de disparition totale. Totale. Ils ont disparu. C'est à quoi que c'est l'inertie. C'est l'inertie totale auquel nous assistons. Et on a vu par ici, ces derniers temps, le camp donc qui pèse lourd dans la balance et aller même encore solliciter cette opposition, quelques leaders donc de cette opposition là pour leur dire venez chers papas, chers anciens, chers doyens, venez, nous allons parler donc de l'animation de la vie politique. Le camp en face, la mouvance ne peut pas aller dicter, ne peut pas donc dire à l'opposition venez faire votre travail. Venez faire votre travail, c'est pas possible. C'est à vous de réfléchir. Il y a beaucoup de choses. Il y a des lois et il a dit, Kiti, vous ne pouvez pas contester quelque chose, vous ne pouvez pas contester un système, vous ne pouvez pas contester des lois qui ont été donc votées, qui participera donc à votre élection. Vous ne pouvez pas être d'accord pour quelque chose que vous avez refusé préalablement. Donc, moi, j'invite cette classe politique-là parce que quand vous voulez parler, on dit oui, toi, tu es jeune, qu'est-ce que tu as pu faire? Non, ce n'est pas de nous il s'agit. Et aussi, on a comme l'impression que c'était l'argent qui franchement expliquait un peu qui était le moteur hein, il a juste fallu la mécanique on a compris aujourd'hui qu'il y avait effectivement une télécommande quelque part à Paris qui donc dictait la conduite à tenir et puis cette télécommande a changé et que quelqu'un a dit je ne finance plus les activités
on a senti une disparition. Donc sans financement, on ne pourra plus rien dire. Non, c'est pas possible. Voilà, l'opposition ne va plus exister. Les armes. Il y a des lois qui sont votées. Aujourd'hui, on a vu l'Assemblée voter. Est-ce qu'il faut être forcément à l'Assemblée nationale avant de manifester son opposition à une loi? Pas du tout. Sonko n'est pas l'Assemblée. Pourtant, ces opposants, c'est des partis politiques normalement constitués, légalement constitués, qui peuvent avoir quand même droit de citer, qui peuvent avoir droit de vue sur certains dossiers en préparation. Bien sûr. Au niveau de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Et nous avons vu. Se prononcer là-dessus. Nous avons vu, puisque Kitty chaque fois me tend la pêche, nous avons vu la dernière fois le Bénin aller arracher donc des points parce que la société civile représentée par Social Watch a travaillé sur la loi des finances et sur le budget citoyen, qui a défendu, qui a expliqué à l'opinion publique, qui est allé sur les médias, dit voilà ce qu'on appelle PIB, voilà ce qu'on appelle dépenses, voilà ce qu'on appelle recettes, voilà ce que nous n'allons pas accepter. Et aujourd'hui, le pays a obtenu une meilleure note parce que cette société civile a travaillé. Je donne cet exemple pour donc dire à l'opposition qu'il y a des lois aujourd'hui qui sont votées. Ce dont j'ai parlé, c'est la loi des finances. Mais il y a des lois aujourd'hui qui sont votées à l'Assemblée nationale. Il y a des lois sur la femme, il y a des lois sur l'avortement. Il y a plein de lois aujourd'hui qui sont votées, qui passent sous silence, dont les décrets sont pris en Conseil des ministres ou qui ne sont pas pris en Conseil des ministres. Mais on ne sait pas quelle est la vie aujourd'hui de l'opposition. Il y a des situations... Ils vont pas se prononcer sur ces Et pourquoi Non, on n'a pas besoin... Parce qu'ils sont pas béninois. On n'a pas besoin du pétrodollar. C'est pas qu'on leur interdit ça, mais parce que c'est pas ça qui les intéresse. Mais l'action citoyenne, l'action citoyenne, et alors? Ils n'animent pas en leur sein ces partis politiques, ce que j'appelle les cercles de qualité, les cellules techniques. Mais l'action, les groupes de stratégie, qui réfléchissent sur des thématiques pour construire la position. Ce qui fait qu'un parti politique, les événements ne vous préviennent pas avant d'arriver. De survenir. Voilà. Et donc, quand ça vient, on a envie d'avoir de la lisibilité par rapport à vous, parti politique. Quelle est votre position? Comment vous vous positionnez sur telle thématique? Mais on ne le fait pas. Et c'est ça qui devrait quand même aider le peuple. C'est ça qui fait comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, un gouvernement est là, aujourd'hui, on a comme l'impression que l'opposition est là. Cette opposition dont nous parlons aujourd'hui, c'était la mouvance d'hier. Aujourd'hui, il y a un système qui est en train donc de s'installer, qui travaille. Ils n'ont même pas donc des oreilles, ils n'ont pas de l'écoute. Il n'y a pas de personnes qui puissent les informer pour qu'ils anticipent sur certaines décisions. On a vu ici comment donc cette Covid-là a été gérée. On a vu ici comment la guerre en Ukraine est en train d'être gérée. On a vu ici comment le Nigeria est rentré au Bénin et a pris nos céréales. Personne de l'opposition aujourd'hui ne monte au créneau, ne sort un communiqué pour dire nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est fait. On a vu comment donc l'armée est en train de se faire tabasser au nord du pays. On n'a pas vu une décision on n'a pas vu l'animation, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc il y a plein. Bon, quand je le dis, vous voudrez bien m'excuser. Mais vous voyez aujourd'hui comment donc de toute façon, on en parle juste après. De faire incursion donc au sein donc du système de défense, de notre système de défense et de sécurité. Aujourd'hui, quelle est la réaction de l'opposition? RFI l'a même dit, aucune réaction de l'opposition après la dernière bavière qui a eu lieu à Dassari. Mais on a l'impression que nous ne parlons pas le même langage dans le pays. Que cette opposition se lève, que cette opposition fait face donc à son destin et qu'il l'assume. Ça s'assume. L'opposition, ça s'assume. L'opposition, ce n'est pas appeler la communauté internationale, ce n'est pas appeler Amnesty International. Amnesty International fait son job. Reporters sans frontières fait son job. La communauté internationale regroupée par les ambassades, la diplomatie, tout cela font leur job. Mais vous n'allez pas rester là à chaque fois à leur dire nous n'avons pas les moyens. De quels moyens ils parlent? Nous avons la presse qui est là, nous avons les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a besoin de l'argent avant de rédiger un communiqué? Je ne sais pas. Donc, véritablement, qu'on sente l'animation de la vie politique au Bénin, qu'on ne sente pas qu'il y a un système dirigé par, un monsieur ou bien par un groupe d'individus, par des partis politiques qui donc imposent un certain nombre de choses. Et c'est quand l'ORTB ou bien Diaspora FM va inviter un certain leader qu'on vienne donc sur le plateau dire non, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas... Non, mais je vous le dis encore, c'est pas toutes les fois quand on
les appels qu'ils répondent. Depuis un moment, ils répondent aux abonnés absents. Bon. Je n'ai pas envie de citer de nom, mais je vous assure. Ils me diront, est-ce que c'est Casimir qui parle comme ça aujourd'hui? J'ai toujours parlé comme ça. Lorsque le sujet se pose, ayons le courage de nous regarder en face et de nous dire ce que nous sommes en train de faire ne participe pas de la vitalité de cette démocratie. C'est cela. Merci, Casimir Pédior. J'espère que bien sûr, ce coup de gueule, dans cette émission, Point 7, à travers ce qui s'est passé, au Sénégal, va quand même réveiller quelque peu l'opposition béninoise. Ce ne sera que du bien pour notre démocratie. Parce que la démocratie, c'est quand même la majorité, la minorité, bien sûr, et les deux s'expriment. Bien sûr. L'une face aux agissements de l'autre. Julien Kitty, nous allons nous tourner maintenant vers ce qui nous frappe de plein fouet et qui nous fait mal, parce que nous avons des frères qui s'en vont, des frères qui meurent à partir de ces attaques incessantes maintenant, on va dire. La première fois, on a tous été tirés de notre torpeur en nous disant, mais le Bénin aussi, aujourd'hui, c'est bien le Bénin et bien plus le Bénin encore. Dassari a encore souffert de ces attaques. Monsieur laisse grand début de semaine, de samedi à dimanche, et le Bénin s'est réveillé lundi ensanglanté dans cette localité de Dassari. Oui, Vos impressions face à cette ignominie. J'ai envie de dire, Dassari après Moncé, et je n'ai pas envie de jouer les oiseaux de mauvais augure pour dire, pour ne serait-ce que poser la question, savoir à quelle localité le tour. Mais pendant que je me permets quand même de me poser cette question par pédagogie, non pas pour souhaiter que ça arrive, mais pour dire que je pense que les terroristes, ce n'est pas les échecs qu'ils échouent parfois, des pertes qu'ils échouent, qui les amènent d'office à rebrousser ce chemin, parce qu'on en a vu dans d'autres pays où ça a duré des années et des années. Cela suppose donc qu'il faut que, au niveau de nos forces de sécurité et de défense, à qui je rends un vibrant hommage, d'abord, mes hommages, je m'incline là sur la mémoire de tous ces soldats, policiers comme militaires, qui sont tombés au front en se battant pour la patrie. J'imagine ce que ça peut être que d'assurer la garde, d'être en poste, en faction aujourd'hui, dans ces zones-là, et partout, parce que le serpent terroriste, il circule partout. Le mental de ces soldats-là, quand ils doivent passer une nuit, surtout, ils sont des êtres humains comme nous. Ils ont certes reçu une formation spécifique, mais c'est pas pour autant que nous ne devons pas les soutenir psychologiquement. Et je pense qu'il faut beaucoup mettre l'accent aussi sur les efforts qu'ils font, les succès qu'ils engrangent. Il y a des pays qui ont commencé par être attaqués par les terroristes et qui en peu de temps ont eu des pertes plus lourdes que le Bénin. Et on ne pensait pas que notre pays pouvait quand même résister un peu comme ça. Les hommes du directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya, je crois là-bas on parle d'inspecteur général, comme en excuse, Soumaïla Yaya, je pense qu'il mérite nos hommages parce que l'attitude du directeur général de la police républicaine même me montre que ces gens-là ont décidé d'être beaucoup plus dans l'efficacité. Est-ce que vous avez constaté que non seulement c'est quelqu'un, il lui arrive souvent lui-même d'aller au front avec ces éléments, ensuite c'est quelqu'un qui parle très peu, et quand même il y a des situations qui nous ébranlent, nous citoyens, vous savez, même s'il y a des morts, des pertes dans les rangs de nos policiers, lorsque l'autorité policière doit parler, doit intervenir en public pour en parler, si on sent cette autorité aussi ébranlée, nous autres citoyens encore en vie, ça ne nous rassure pas. C'est cela. Nous avons besoin donc d'avoir un directeur général de la police républicaine qui vient nous dire, oui, pas seulement de dire que la situation est sous contrôle, mais de travailler à ça. Et c'est ce que nous observons. Que ce soit le porte-parole de la police qui parle ou que ce soit lui-même qui vienne parler, je pense, et pour les ripostes que nous observons sur le terrain, parce qu'avant que l'armée n'arrive, vous avez des policiers qui ont de plus en plus de moyens, même s'il faut souhaiter qu'ils en aient plus, qui bravent ces terroristes-là qui sont lourdement armés. Et il faut rendre hommage à nos militaires également, sous le contrôle de quelqu'un qu'on ne présente plus, le désormais général Fructueux Baguidi, dont moi j'ai souvent aimé aussi
la force de caractère lorsqu'il veut intervenir, il veut parler à la troupe, il veut parler à la population. Et toutes les fois que la police, en se battant, a eu le soutien de l'armée aussi, ensemble, ces forces ont réussi à empêcher les assaillants d'aller jusqu'au bout de leurs intentions. Entre l'attaque de Moncé, où les policiers ont été un peu surpris, vous avez, entre cette attaque et l'attaque de Dassari, vous avez constaté que la même méthode, les terroristes ont voulu utiliser la même méthode, incendier le commissariat. Eh bien, pourquoi cette prédilection? Quand ils ont tenté de le faire cette fois-ci, ils n'ont pas pu réussir. Ils ont à peine mis le feu et ils ont eu une riposte. Certes, ils ont tué 2 policiers sur place. Après, il y a un 3e qui est mort à l'hôpital. Mais ils auraient pu faire plus de dégâts que ça. Ils ont été repoussés et on en a tué parmi eux. Et après, quelques 48 heures après, ou 72 heures, vous avez vu l'armée qui a fait un bon ratissage dans la zone et qui a pu détecter encore des éléments armés qui étaient en divagation dans la zone et qui a pu les neutraliser. Alors, sur la méthode utilisée... Oui, moi je voulais comprendre quelque chose. Pourquoi cette prédilection pour les commissariats? Parce que ça fait le 2e commissariat après Moncé Dassari. Et c'est toujours dans les commissariats. Pourquoi? Oui, dans les commissariats parce que ce sont les commissariats qui sont installés, des postes de commissariat qui sont installés dans ces zones-là. Vous savez, le gouvernement béninois est en train, selon moi, parce que c'est comme ça que je l'explique, est en train progressivement de mettre en place une stratégie de gestion, de sécurisation des zones frontalières, des zones difficiles. Et l'un des actes que pose le gouvernement, c'est d'installer des postes de police, des commissariats. Mais les terroristes, comment ils fonctionnent dans la plupart des pays où ils sont? C'est qu'ils attaquent les symboles d'un système qui ne leur permet pas d'étendre leur lit, d'étaler leur lit. On est tous, lorsqu'on rentre dans l'analyse stratégique sur les questions de sécurité dans la sous-région, on est d'office conscient de ce que les terroristes, que ce soit ceux qui frappent au Burkina, au Niger, au Mali, tout le Sahel, ils ont besoin d'avoir le Nord Bénin comme une base arrière. D'accord. C'est pourquoi pendant longtemps, vous ne voyez pas des attaques réelles comme ça sur le Bénin. Mais pourquoi? Parce que le Nord Bénin offre une certaine, un dispositif pour leur permettre de se camoufler, c'est ça? Le Nord Bénin est une frontière avec tous ces pays dont nous parlons. Et lorsqu'ils sont combattus dans ces pays-là, pour mener les combats, il faut bien qu'ils puissent... Ils ont une base arrière. Une base arrière. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux-là qui sont attaqués aujourd'hui, qui attaquent aujourd'hui, certainement que c'était des gens qui avaient infiltré la communauté béninoise. Des gens qu'on voyait circuler, peut-être qu'ils avaient des armes sur eux, mais on ne savait pas. J'ai vu une image venue du Nigeria tout récemment, où on a vu des gens avec les motos, excusez-moi d'appeler la marque, moto Bajaj, avec lesquelles les Béninois conduisent des migrants ici, où on ouvre, on déplace le sel, on le renverse et on se rend compte que des armes de guerre sont cachées dedans. Vous voyez la forme du siège. C'est assez long. C'est assez long. Et les gens cachent des armes là-dessous. Alors, vous allez dans ces zones-là, ce sont des motos qui sont achetées facilement au Nigeria et qui circulent. D'accord. Et vous avez ces gens-là qui circulent régulièrement, vous n'allez pas les empêcher de vivre. Donc, je suis sûr que c'est parce que le Bénin a commencé à mener une bonne politique de sécurisation. On a commencé par interpeller des gens. Et ça on a commencé par contrôler. Et donc, eux, pas précaution. Bon, si notre pays était un pays lâche, heureusement qu'il ne l'est pas. C'est que, une fois qu'il y a eu ces attaques-là, on allait fermer ces commissariats. Et leur laisser libre champ. Et dès qu'on ferme ces commissariats, vous allez constater que... Ils ont libre champ. Ils ont libre champ. Parce que ce n'est pas la communauté. C'est pourquoi aujourd'hui le gouvernement lance un appel pour que la population puisse collaborer. Encore faudra-t-il que cette population-là soit rassurée davantage et qu'on utilise des méthodes qui les permettent de ne pas se créer des problèmes avec les ramifications de ces groupes terroristes-là qui sont au sein de la communauté. Parce que pour que quelqu'un dénonce, il faut bien qu'il sache que quand il dénonce, ou bien est-ce qu'il y a une méthode qui dénonce sans aller au il y a un écho. Très bien. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font sur ce plan-là. Et moi, j'ai pas envie de sortir de ce studio en prenant la posture de quelqu'un qui a peur, de quelqu'un qui... Mais vous n'êtes pas sur le terrain? Non, je ne suis pas sur le terrain. J'ai fait le choix délibéré et ça de dire... Dieu seul sait combien de fois il m'a été proposé dans mon parcours d'aller dans un métier à défendre l'État, policier ou gendarme et les populations. Et j'ai dit franchement, moi je ne saurais le faire
parce que première difficulté que j'aurais, j'ai un esprit trop critique, je demande le pourquoi on veut me... Il faut dire simplement que vous n'avez pas à vous soumettre. Non, mais écoutez, non, c'est pas ça. Casimir Pédion. Aller sur le terrain pour aller combattre avec les armes de guerre comme ça. Moi, ça me passionne de voir les gens le faire. Et puis, bon, j'ai choisi un métier qui n'est pas totalement détaché de ça. Vous savez, moi, par exemple... Un métier sacerdotal. Oui, l'une des situations que j'adore beaucoup dans le métier de journaliste, c'est sur les terrains difficiles. C'est le terrain. C'est, par exemple, je ne souhaite pas que la guerre arrive dans mon pays ou que forcément j'aille faire un reportage de guerre, mais l'un des moments les plus passionnants que j'ai eu dans ma carrière, ma modeste carrière de journaliste, eh bien, c'est quand j'ai couvert des situations, particulièrement à l'université d'Abomey-Calavi, où c'était les premières années où les franchises universitaires étaient véritablement avaient commencé à être violées. Les questions de nos matelas qu'il fallait gérer, et affrontements entre la police anti-émeute et puis les étudiants, ou après des situations dans lesquelles ça tirait et tout. Bon, il faut pas le souhaiter. Donc, j'aime bien surtout quand il y a voir les gens en uniforme. Mais moi, je les salue beaucoup et je n'adore pas du tout que, par exemple, on manque de respect à un policier, à un gendarme, D'accord. Casimir Pédion, vous n'êtes peut-être pas de l'avis de Julien Kiti, puisque tout à l'heure vous disiez le Bénin ou l'armée béninoise se fait tabasser au Nord Bénin. Que l'armée comprenne cette expression juste dans son sens. Forcément pas pour se moquer de. C'est pas du tout pour se moquer de. C'est pour dire qu'il y a des situations préoccupantes. Voilà. Donc c'est en ce thème-là je parlerai. Et moi je sortirai de ce studio beaucoup plus prudent, très prudent d'ailleurs, parce que je fais mien ce qui est arrivé aux Maliens lorsque la population a commencé par dénoncer, à signaler la présence de ces messieurs en leur sein aux forces républicaines, à l'armée malienne. Ils sont venus avec des armes et vous savez ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je puis dire que ni journalistes, ni vendeurs de beignets dans les rues de Cotonou, de Materi, de Kandi ne sommes en sécurité si déjà les commissariats ont été inquiétés. Si déjà la notion d'anticipation... Le message est fort, en fait. Très fort. En s'attaquant au commissariat. C'est tout ce qu'il y a de plus... le commissariat, c'est tout ce qu'il y a de plus sécurisé. En fait, dans une localité comme celle du Nord. Donc, si on s'attaque à ce symbole, c'est pour vous dire que, on est en train de vous prendre. Merci. Et si vous voyez leur mode de fonctionnement, c'est d'abord l'armée. La police, l'armée dans son ensemble. Et ils ont vu la population, ils ont vu les marchés, ils ont vu les mosquées, ils ont vu les églises. Ils ne s'attaquent pas encore à ça. Et vous avez demandé qu'est-ce qui se passe. Et il a semblé répondre que c'est certainement le redéploiement de l'armée au niveau de nos frontières, je dirais, sur l'ensemble du territoire. C'est certainement la révision de la stratégie. J'ai pas envie d'emprunter cette expression de l'économie. Les réformes dans l'armée qui ont commencé par porter leurs fruits, qui ont fait réagir ces messieurs. Parce que le chef de l'État, je me souviens très bien, en décembre dernier, lors de son discours sur l'État de la nation, a bien annoncé qu'il va renforcer, il va donner suffisamment de moyens à l'armée pour pouvoir faire face. Et ce n'est pas un discours politique, ça s'est traduit dans les faits. Dans les faits. Et ils ont constaté, ces messieurs, et ils n'aiment pas ça. J'ai envie de caricaturer, lorsque vous voyez nos sœurs à Djonké, lorsque la lumière est venue, elles n'étaient pas d'accord. Elles ont protesté. Elles ont protesté. Exactement. Donc, c'est la protestation, c'est la vive réaction de ces messieurs. Et ces messieurs, leur réaction, c'est pas le sang. Oh là là. Ce n'est pas des... Eux, ils connaissent rien. Ils n'ont pas d'état d'âme. Et donc, je dis, même nous, journalistes, qui allons analyser ces faits, ne sommes pas en sécurité. Et c'est pourquoi nous serons très prudents. Touchons du bois pour qu'ils ne se souviennent pas de nous. C'est pas du bois. Vous comprenez, lorsque vous allez vous mettre, lorsqu'ils vont comprendre que des journalistes sont en train d'analyser, de faire comprendre à la population leur stratégie, je dis quelque chose, ils vont commencer, nous sommes très facilement identifiables au pays. Je ne sais pas comment les autres grandes nations sécurisent la vie de leurs journalistes. Donc moi, je veux être prudent. Je ne veux pas que ces messieurs, qui sont peut-être déjà au sud, dans la zone méridionale, qui sait, je ne saurais le dire, et qui nous écoutent. Et d'ailleurs,
Diaspora FM est sur les ondes, est sur satellite. Donc même à Dassari, même au-delà de nos frontières, ils peuvent nous écouter. Ça ne me fait pas peur, mais ça me fait prendre beaucoup de précautions avant d'analyser ces sujets-là. Parce que c'est pas des sujets de opposition politique, c'est pas des sujets de criette, tu vas à la criette, tu vas à Missérété. Vous voyez? Donc je dis déjà, en nous-mêmes, lorsque nous voulons donc analyser ces sujets, nous devons avoir la notion d'anticipation. Ces messieurs, ils anticipent sur tout ce qui est aujourd'hui force de sécurité chez nous. J'ai discuté avec des hauts gradés qui m'ont dit, c'est des gens qui savent manipuler facilement des drones. Et c'est des gens qui font venir donc des drones au pays, enfin dans la zone, et qui observent le mouvement de nos forces de défense, qui les connaissent, qui savent bien comment ces commissariats fonctionnent. Moi, je voudrais donc que l'armée aussi se mette donc à ce diapason-là, à ces moyens technologiques-là, et qu'on sache anticiper désormais sur ces attaques. Parce que hier, le Bénin était sur la liste verte, mais aujourd'hui, nous sommes en train de glisser progressivement vers la liste rouge. On est peut-être dans l'orange. En entendant certainement que la communauté internationale, donc par les forces Barkhane, par ceci et cela, ne nous viennent en aide, il va falloir que nous sachions, vraiment. Et il va falloir que nous sachions raison garder, que nous sachions déjà nous protéger et que nous sachions ces messieurs. Et il faut ici saluer non seulement la mémoire des victimes, mais il faut saluer une décision qui a été prise, un communiqué que j'ai dû écouter aujourd'hui. Et qui passe depuis quelques jours sur les médias et sur les réseaux sociaux, qui invite la population à la coopération. Mais je voudrais une coopération très délicate, très silencieuse, parce que ce qui est arrivé au Mali est parti de là. Et donc, les forces de défense, enfin, le ministre délégué et le ministre non délégué ont signé un communiqué demandant désormais aux populations de collaborer, de dénoncer ces étrangers que vous avez chez vous. Oui, ces propriétaires donc qui louent à des personnes qui ne connaissent pas. Désormais, il va falloir que l'État allez les dénoncer, pas dénoncer, mais désormais allez dire, allez déclarer, voilà, que ces gens-là sont avec nous. Un peu comme ce qui se fait, un peu comme je dis, pas exactement ce qui se fait au niveau des hôtels et donc des maisons de passe. Il va falloir que les propriétaires aillent au-delà de l'avance qui les préoccupe pour la location de leur maison. Il va falloir qu'ils s'intéressent. Nous avons encore 4 minutes pour finir cette émission. Oui, il va falloir qu'ils puissent identifier le métier, la profession donc de leurs locataires. Il va falloir qu'ils fassent des enquêtes, qu'ils aient un regard bienveillant sur les mouvements, l'aller-retour donc de leurs locataires. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque un locataire paraît suspect, qu'il ait donc des dénonciations, que ce soit des dénonciations protégées, que ce soit véritablement dans la plus discrétion. Parce que je ne voudrais pas qu'on me cite demain une localité du Bénin qui a été rasée parce que les populations ont donc décidé de dénoncer. Donc véritablement, nous allons aborder ce sujet avec beaucoup de circonspection pour que nous ne soyons pas désormais la cible de ces messieurs, parce que quand ça va quitter l'armée, je ne sais pas sur quel groupe socio-professionnel ça va déteindre. Ça va déteindre. Alors très rapidement, avant d'aller à la fin de cette émission, on dit 2 mots sur la privatisation du transport étudiant. La ministre de tutelle, je veux parler de Éléonore Yayi-Ladikan, lors de son passage dans l'émission Gouvernement en Action, a ouvert un pan sur la question. Eden TV, Diaspora FM sont allés sur le campus recueillir l'avis des étudiants. On a eu le président de l'UNEM qui a dit en substance, nous sommes là pour les étudiants. Si les étudiants disent oui, nous dirons oui. Et les étudiants ne peuvent pas dire non, parce que il faut que ce monde-là cesse d'être le plus miséreux de la République, le plus quémandeur, non. Aujourd'hui, il faut payer le coût de votre transport. Il faut que les parents sachent que lorsque mon enfant a le bac, c'est des dépenses de plus et non des dépenses de moins. Que véritablement, je l'ai dit sur un média la dernière fois, il faut que nous puissions nous regarder en face, Peggy Ludovic Dagba, vous et moi, vous savez de quoi je parle. Il faut qu'on cesse d'entasser des humains, vous voyez, dans des trucs qui circulent, et tout le monde voit sa politique, tout le monde voit les conditions dans lesquelles nos étudiants, les futurs cadres de demain, non pas futurs, les présents cadres, j'allais dire, parce que
Être sur le campus, c'est que vous êtes déjà opérationnel. Mais on accepte de se faire entasser, de violer les lois de la République sur le transport commun. Je crois que c'est un secteur qui a besoin de réforme, pas ces 10 dernières années, pas ces 20 dernières années, non. Mais il faut commencer un jour. Il faut décentraliser, il faut privatiser, il faut sortir le vocabulaire qui convient donc à ce secteur-là. Et au-delà de ça, je l'ai dit sur une fréquence la dernière fois, il faut aller au-delà. Les conducteurs de ces bus-là, il faut opérer aussi une réforme parce que c'est des dieux de la circulation, c'est des messieurs qui se prennent pour ce que je ne veux pas dire dans ce studio. Il faut que ça cesse. S'il faut les redéployer dans d'autres secteurs de l'administration publique et que le privé donc fasse venir donc des gens qui ont le permis D véritablement et qui respectent les normes du code de la route, il faut le faire. Et au-delà de ça, il faut qu'on ait un PAC, un autogare digne du nom, digne du campus Thabo-Makalavi et de Parakou et de Natitengu et de Lokossa et de Porto-Novo et de partout. Qu'on ne dise pas les étudiants transportés à Thabo-Makalavi seulement, que j'ai du plaisir à voir des étudiants de Parakou également se faire transporter donc des quartiers vers le campus et du campus vers leur domicile. Ça fera véritablement plaisir. J'ai aimé cet engagement du gouvernement à toujours coopérer donc dans ce secteur-là, c'est-à-dire à garder un œil vigilant en ce qui concerne donc ce secteur. Et pour terminer, je ne souhaiterais pas que le privé qui va rentrer dans ce secteur aussi puisse mettre le profit devant et qui ne puisse pas tenir compte de ce le privé n'ira pas là-bas pour faire le monde, hein? C'est clair. Julien Kitty. Non, je ne voudrais pas être à 100% d'accord avec vous, parce que le risque aussi, lorsque nous parlons de ce sujet, c'est que de bonne foi, ceux qui ont appris les b.a.-ba du capitalisme se disent, mais voilà, le privé, il veut faire du profit. Non, le privé, il ne connaît pas deux langages. Attendez. C'est celui du profit. C'est pas pour vos beaux yeux. Je suis désolé. Le privé veut faire du profit, ça ne signifie pas que... Encore une minute, Julien Kitty, pour sortir de ce studio. Ça signifie tout au plus que le privé veut faire une base bénéficiaire qui lui permet de rentabiliser. Mais c'est cela. Mais ça ne signifie pas que le privé il lui sera permis d'aller faire de l'exploitation économique avec le secteur qu'on lui confie. Le gouvernement, qu'est-ce que vous mettez dans le partenariat public-privé? Si on en est arrivé là, c'est pour dire qu'il y a un bémol. Julien Kitty, on va s'arrêter là-dessus. Le président de l'UNEM a dit juste ceci. Si le coût du transport ne va pas augmenter des 100 francs, je suis d'accord. Est-ce que vous pensez qu'un privé viendra maintenir le coût? Non, attendez. Ben voilà. De quel 100 francs il parle? Non, c'est possible. Euros, dollars. 100 francs CFA. Nous sommes au Bénin. S'il vous plaît. Alors. S'il vous plaît. C'est possible. Ce n'est pas l'hypothèse la plus envisageable. Parce que le gouvernement peut décider d'amener un privé, lui confier le travail, lui payer des honoraires pour ça ou bien de l'argent pour ça, et dire, tu me maintiens le montant. Le privé dit, pour ça, il faut que vous mettiez tel montant en amont. Et le gouvernement accepte. Oui. Mais ce sera pour longtemps. Ah non, attendez. Ce sera pour longtemps. Limité. Oui, le gouvernement peut le faire en disant, d'ici tel nombre d'années, on passera de 100 francs à... Ce que vous oubliez, Monsieur Peggy Ludovic Dagba, je pense que je peux aussi poser la question à Casimir Pédior. Malheureusement, l'émission est finie. Quand on dit qu'il est jeune, ce n'est pas qu'il est... Malheureusement, l'émission est finie. Merci. Lorsque vous et moi nous étions, non, il faut le dire, nous étions à l'université. C'était à 25 francs. À 25 francs. Ouais. Pourquoi c'est venu à... Pour aller au resto, coût de la vie est dans. Pour aller au resto, je crois que c'était... 75 francs. C'était 75 francs. Et pour prendre le petit déjeuner, c'était... Et des gens comme nous, je ne me cache pas pour le dire, on partait sur le campus avec 2 tickets. Voilà. Bus. Et un ticket resto. Et donc, rien que ça dans la poche. Si aujourd'hui c'est arrivé à 100 francs, c'est parce que la vie est beaucoup sur cette lancée-là. Il faut aller avec. Un jour, ça peut coûter 200 francs et on pourra supporter, mais pas tout de suite. D'accord. Donc, la privatisation ne signifie pas nécessairement que le faire du profit. Le fait du profit sur le dos de l'étudiant. Merci, Julien Kitty. Et ça, vous tenez à le dire avec fierté. Je suis d'accord avec vous, vous le martelez. Je suis avec vous. Non, par contre, Casimir Pédior, qui lui est réaliste, mais il faudra quand même voir la bourse, notamment du Béninois moyen, qui doit envoyer son enfant aller faire les études à l'université. Ça aussi, c'est quand même prendre soin de sa population. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Vendredi prochain, un nouveau numéro de votre émission, Point 7.
Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodjigbi, c'est le pied.